Par rapport donc à la question, je peux déjà vous dire que le format qui a été présenté n'est pas propre à la Guinée actuellement. La Guinée a évolué depuis la fin des empires. La période coloniale, on a connu les chefs locaux qu'on appelait les chefs de canton. Ces chefs de canton avaient autorité sur leur population. Mais l'administration coloniale en a fait un point d'appui pour faire asseoir son autorité. Donc les chefs de canton étaient très puissants et étaient exclusivement au service de l'administration coloniale, et la plupart, pour ne pas dire tous, se sont installés dans l'abus parce que tout leur était permis. Donc à ce niveau, on peut dire que c'était des véritables chefs locaux, pour ne pas dire de véritables roitelets, chacun au niveau de sa localité. Mais avec le réveil politique de la Guinée, le Parti populaire, le PDG, une fois arrivé au pouvoir, en 1957 par le vote sous l'administration coloniale, reconnu vainqueur de ces élections, ils ont eu beaucoup de pouvoir à exercer au nom de l'administration, bien qu'on était encore sous la domination coloniale. Leur premier acte a été de supprimer la chefferie traditionnelle. Cette chefferie traditionnelle, justement, touche ces chefs locaux qui étaient, qu'on appelle chefs de canton, qui étaient au niveau des différents cercles du pays. Donc, depuis cette période, donc, jusqu'à la totale indépendance, jusqu'à la fin du régime, cette situation a disparu de la vie socio-politique de la Guinée. Le régime qui l'a succédé, un régime militaire, n'a pas pu réhabiliter ses chefs de canton. Mais, comme je dis, chaque territoire ici se reconnaît dans une famille fondatrice, honorée, et par ça, ils occupent la fonction de Soti Kémon, comme on dit, Soti Kémon, le chef du village. Ce n'est pas le propriétaire du village, mais c'est le doyen du village en lequel tout le monde se reconnaît. Ça existe. Toutes les villes d'ici ont leur Soti Kémon. Mais au-delà de ça, il y a une coordination. La Guinée a 4 coordinations régionales. La coordination du Manding qui regroupe une communauté qu'on appelle les Manding. La coordination du Fouta, pour ceux qui se réclament du Fouta, Peul du Fouta. La coordination de la Basse-Côte, qui est un ensemble qui regroupe les populations. À ce niveau, c'est compliqué. Parce que là, on ne s'exprime pas dans une personne. C'est l'ensemble des villes qui constituent cette coordination. Et chacune de ces villes a leur chef de village, qu'on appelle le Soti Kémon. C'est valable pour la Haute-Guinée, c'est valable pour la Basse-Guinée, c'est valable pour la Guinée forestière, c'est valable pour le Fouta. Donc ce ne sont pas des chefs traditionnels dans le sens étymologique que vous voulez développer, mais ils ont de l'autorité. Donc la Guinée est un cas singulier par rapport au thème que vous voulez développer dans la vision que vous pouvez leur accorder. Un chef coutumier au Sénégal, il est un peu particulier. Un chef coutumier en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, c'est tout à fait particulier. C'est différent du chef de village de la Guinée et même du Mali. Donc c'est un exercice très 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 intéressant parce que ça vous donne la possibilité d'évoluer. Ça vous donne la possibilité d'évoluer sur le thème.
sans altérer son contenu, mais en vous donnant une autre vision que celle que nous connaissons, parce que la Guinée a été le premier État à dire non à la colonisation. Ça a entraîné beaucoup de choses et ces ruptures se sont approfondies parce que tout ce qui pouvait être considéré comme des alliés de l'administration coloniale, tout a été démantelé. Donc nous vivons à la traditionnelle chef de village. Tout le monde se reconnaît dans son chef de village. Mais ce chef de village n'a pas l'autorité de décider quoi que ce soit, mais a l'autorité de rassembler les ressortissants de son territoire, notamment les chefs de famille, pour discuter avec ces chefs de famille l'avenir qu'ils veulent imprimer à leur collectivité. Donc globalement, c'est la définition que je peux donner à votre thème. Maintenant, si vous voulez parler de l'histoire de la Guinée, les questions essentielles qui vous préoccupent à l'étranger, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions essentielles qui vous préoccupent, surtout vous êtes des jeunes personnes qui n'ont pas connu le président Sékou Touré, et vous avez entendu parler de lui, et j'ai la ferme certitude que c'est négativement que vous avez entendu parler de lui. On peut parler de l'évolution politique de la Guinée, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'a rien à voir avec le chef traditionnel que vous êtes en train de voir pour coupler cela. Donc c'est un peu ça. Donc à ce niveau aussi, je suis à votre disposition, sans souci. D'accord. Donc, vous pouvez nous en parler maintenant alors? Si vous le souhaitez. D'accord. Si vous le souhaitez. Comme c'est en causerie, vous saurez tirer le meilleur de cette causerie pour faire quelque chose de très approprié pour eux. Donc, ce territoire, qui est aujourd'hui la République de Guinée, s'appelait les rivières du Sud. Pendant la période, ça s'appelait les rivières du Sud, pendant la découverte des navigateurs portugais, espagnols et autres. Donc ce territoire, les rivières du Sud, est devenu, donc nous avons connu l'occupation, la présence sur notre territoire, nous avons connu la présence portugaise. Ce qui fait que beaucoup de fleuves, aujourd'hui rebaptisés, portaient le nom de ces explorateurs portugais, soit le Rio Nunez, le Rio Pongo, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de rivières. La Guinée avait 3800 cours d'eau, 9 fleuves internationaux, et ce qui a fait de ce pays le château d'eau de l'Afrique occidentale. Donc très vite, ce pays a été reconnu comme un point essentiel dans le commerce à l'époque. Nous avons connu, comme tous les autres territoires, le commerce d'esclaves, et c'est dans cette situation qu'on a évolué pour raccourcir le chemin jusqu'à 1898. 1898, pourquoi 1898? Parce que 1898, c'est l'année de la défaite du plus grand empereur, l'empereur de Wassoulou, qui a été le plus grand opposant à la pénétration coloniale française, Almami Samori Touré. Il a été défait en 1898. Donc à partir de cette date, la colonisation de la Guinée a été actée sur 1898. Sinon la France était déjà là bien avant, mais comme
ça a duré longtemps avec lui, environ 18 ans de querelle avec la France. Ce n'est qu'à sa défaite. Malgré ça, quelques souverains locaux étaient en train de se battre encore pour préserver leur territoire au niveau de la forêt Zeguela-Toba, etc., etc., et au niveau de la Basse-Côte. Donc 1898 est considéré comme l'année de la colonisation. Sur cette base, la Guinée a évolué parce que le territoire est considéré, comme je vous l'ai dit, comme un territoire riche, très riche. Nous avons les 2/3 des réserves du monde en bauxite. Nous avons beaucoup de diamants. Le fer du Nimba et du Simandou ont la réputation d'être les meilleurs au monde. L'or est en grande quantité. Il était déjà exploité dans ce pays depuis sous le royaume du Ghana. Donc, l'or en a suffisamment et nous avons un minimum de 19 millions d'hectares de terres cultivables. Donc, c'est un territoire majeur et nous sommes la dernière colonie de la France. On n'a fait que 60 ans de colonisation par rapport au Sénégal qui en a fait plus de 100 et quelques années. Et les autres, nous sommes le dernier territoire colonisé, mais on était le territoire le plus important dans l'administration coloniale parce que possédant une richesse énorme. Le pays a été même qualifié par un administrateur colonial de 1948 à 1952 en Guinée, Roland Pré, qui nous a qualifié de scandale géologique, qui nous a qualifié de château d'eau de l'Afrique occidentale. Donc, pour asseoir cette administration coloniale, il fallait des suppôts locaux. Il fallait des suppôts locaux. D'où les coordinations régionales qui sont ressorties récemment sous une autre forme. L'amicale Gilbert Vieillard était pour le Fouta, l'Union Manding pour la Haute-Guinée, l'Union forestière pour la forêt et l'Union de la Basse-Côte. Mais toutes ces coordinations avaient pour vocation de renforcer la domination coloniale. Donc, ça c'est un résumé de la vision de la Guinée de cette période. Donc, quand nous sommes arrivés à l'indépendance, la première loi du premier code pénal était d'abord de qualifier de crime et de condamner de la peine de mort le régionalisme, c'est-à-dire ses coordinations. Le régionalisme, l'ethnocentrisme et le racisme faisaient un seul article dans le premier code pénal de Guinée, qualifié de crime et puni de la peine de mort. Donc, nous y allons en ce moment vers la nation. Parce que cela supprimé, de facto, il fallait trouver des approches pour ne pas que cela revienne. Donc les jeunes cadres que nous sommes de cette époque, une fois que vous terminez votre étude, avec votre qualification, on vous mute partout sauf dans votre région. Ce qui fait que nous, notre génération, nous connaissons beaucoup plus les autres régions du pays en tant qu'administrateurs que notre propre région. C'est valable pour toutes les autres communautés. Tu es du Fouta, on t'envoie ailleurs. Tu es de la Basse-Côte, on t'envoie ailleurs. Tu es de la forêt, on t'envoie ailleurs que dans ta région. Donc on allait vers une construction de la nation. Mais ce régime donc qui a ouvert la voie à la désintégration de l'empire colonial français en Afrique de l'Ouest et en Afrique équatoriale ne pouvait pas rester comme ça parce que la France avait un problème. La France a été maltraitée sous la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas dire colonisée par l'Allemagne nazie. La France avait perdu tout espoir de développement parce qu'elle n'ayant pas de ressources. Donc le seul espoir de la France, c'était ses colonies. Et sa colonie la plus importante qu'elle avait engagée dans la voie
d'une sorte de développement pour être à la fois non seulement le grenier, mais le moteur de développement de l'empire colonial français, y compris la France. Ce territoire a été le premier à dire non à la proposition qui lui a été faite par la France, tout comme aux autres États coloniaux, de voter oui ou non. En votant oui, vous restez avec la France. En votant non, vous allez vers l'indépendance. Ça, c'était en 1958, précisément le 28 septembre 1958. Donc, la Guinée a voté non, le seul territoire qui a dit non. Et c'est le seul territoire qui est l'espoir de la France pour se relever non seulement de sa défaite dans la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout dans sa défaite dans les guerres coloniales dans ce qu'on appelle Indochine, le Cambodge, le Vietnam et le Laos. La France a été battue dans sa guerre coloniale sur ces territoires et ça l'a davantage appauvri. Donc, dans ce désespoir, avec une vision de développement à partir de ces colonies, la Guinée aussi est venue escanter ces colonies. Voilà le problème de la Guinée. Donc, la France s'est installée dans une opposition ouverte à ce nouveau régime et les complots se sont succédés. Que eux, ils déclarent imaginaires, mais aujourd'hui, tous considérés comme réels. Vous voyez? Et c'est l'explication de ces différents complots qui donne l'image négative du père fondateur de notre indépendance. J'ai écrit, le livre sera, Inch'Allah, mis en place le 2 octobre. Il est en édition, il va être publié le 2 octobre cette année, où je parle de toutes ces histoires, de ces différents complots, jusqu'à la mort de Sékou Touré, jusqu'à sa succession, les problèmes qui sont arrivés. Voilà, résumé, ce qui peut être dit. Le problème de la Guinée, c'est la richesse de la Guinée. Et la France ne pardonnera jamais à la Guinée de s'être retirée de son ensemble avec tout ce que je viens de définir. Donc, tous les complots se sont succédés sous le régime de Sékou Touré. Et il y a eu de la répression de ces complots. Et l'homme a été qualifié de sanguinaire. L'homme a été qualifié de dictateur, de tous les mots qui peuvent disqualifier une personne. Mais la réalité est tout autre. Parce que c'est bâti sur du concret. Les complots ne sont pas fictifs, ils sont réels. Et les comploteurs ont été punis à la mesure de leur participation. C'est cette image qui colle non seulement au président, mais à la Guinée depuis cette période. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire dans ça. C'est ce qu'on peut dire dans ça, mais qu'on peut développer par rapport aux questions que vous allez poser. Par rapport aux questions que vous allez poser, mais c'est le résumé global de tout ce qu'on peut dire sans entrer dans les détails. C'est le résumé global. Pourquoi on a été vu comme ça? La France regrette et regrettera toujours. La France a eu l'opportunité de revenir en Guinée après la mort de Sékou Touré. Mais au lieu de s'adapter aux nouvelles réalités du pays, elle est venue avec un esprit de vengeance pour détruire tout ce qui est sur le passé. Les 358 unités industrielles, on ne connaissait pas, nous, le problème d'emploi jeune. Tu sors de l'école, tu vas à un lieu de travail. On n'a jamais connu. Et le salaire n'a jamais été coupé sous ce régime. Et on a un potentiel économique qui nous a permis de faire le troc avec les pays amis de l'époque, l'Union soviétique et les pays de l'Europe de l'Est. Donc, il n'y avait pas de problème. Le seul problème qu'il y avait,
Il faut en finir avec ce régime. Si on a la possibilité de revenir, on revient. Et l'homme est mort de sa plus belle mort. La France est revenue. Au lieu de s'adapter à cette nouvelle réalité, ils ont escanté la base économique, sociale et politique du pays. Les 358 unités industrielles ont été jetées. On nous a retiré notre monnaie nationale et on nous a mis au pas à leur goût, ce qui fait que tout ce qui pouvait être valorisé, s'ils avaient accepté de valoriser, ils l'ont rejeté. Et on est revenu en arrière par rapport aux autres. C'est tout ce climat malsain aujourd'hui qui se reflète dans la nouvelle génération qui n'a pas connu l'homme, qui n'a pas connu le régime, qui a vu un régime qui n'est pas le nôtre à nous, qui avons vécu cette période, mais ils sont depuis 84 à la recherche de leur premier emploi. Il n'y a pas d'emploi. Ça a amené des mouvements qu'on ne connaît pas. On ne connaissait pas, nous, la grève, à plus forte raison de contestation politique, parce que c'était un parti unique, qu'on avait dit parti État, qui avait le pouvoir sur tout le monde. Voilà globalement, devant l'urgence de l'entretien, ce qu'on peut dire. Mais si vous avez des questions spécifiques, c'est de façon linéaire que je vous ai présenté le pays. Je sais qu'il est en développant les chapitres qui peuvent vous intéresser, ça peut vous aider davantage. Encore merci d'être venu et encore une fois, je vous rassure de ma disponibilité et je vous confirme que mon reste là, c'est pour vous qui cherchez à connaître le pays. Et je suis disposé à vous offrir le meilleur de moi sur les questions essentielles qui peuvent vous préoccuper. Voilà ce que je peux dire. Merci.